Bon, est-ce que c'est parce que certains jeunes chercheurs d'emploi ou nouvellement recrutés ne prennent pas la peine de bien prendre connaissance du contrat qui leur est donné, qu'ils n'arrivent pas à se défendre lors de ces différents abus? Monsieur Fabrice, la réalité c'est que un piroguier qui n'a pas de pagaie va seulement utiliser ses mains pour ramer. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Oui, et donc le jeune chercheur d'emploi qui voudrait sortir de la précarité, avoir au moins une première opportunité parfois, même lorsqu'il sait, va s'abstenir de sortir son savoir parce qu'il veut quand même entrer quelque part. Tout à fait. D'autres sont peut-être naïfs ou ignorants, mais certains, même en connaissance de cause, acceptent. Moi, personnellement, je suis formateur. Je suis consultant, j'enseigne dans des écoles. Et même à moi, j'ai subi dernièrement avec un responsable un mépris. C'est-à-dire qu'on te dit, on va un formateur, il faut venir enseigner les ressources humaines. Un mépris ou un abus? C'était un mépris parce que je n'étais même pas encore entré. Et j'ai su que l'abus allait suivre. Donc, j'ai arrêté le processus. Même, j'ai décidé de même pas m'engager pour aller enseigner. Parce qu'on vous dit, par exemple, au moment de la négociation, que les cours que vous allez dispenser vont commencer de 8h à midi. C'est ce qu'on vous dit au départ. Tout à fait. Et quand vous avez déjà accepté, on vous dit non, vraiment, actuellement, là, ce n'est pas possible. Le cours là peut seulement passer de midi à 16h. Je dis, mais tiens, moi j'ai d'autres engagements. Tout à fait. Comment est-ce que c'est le nouvel engagement qui va me contraindre à saboter mes premiers engagements? J'ai dit non, il faut revoir. Et à ce moment-là, comme on voit que j'ai déjà peut-être mis dans ma tête que je vois l'argent là-bas, on me dit non, ce n'est que ça, il n'y a rien d'autre à faire. Je dis mais on peut commencer, échanger. On dit non, ça ne sert à rien de commencer. J'ai dit ok, c'est bon, donc je ne commence pas. Parce que si ça commence comme ça veut dire qu'il y aura des abus qui vont suivre après. Effectivement. Parce que lorsqu'on prend des engagements, il faut les respecter. C'est pourquoi parfois vous prenez le contrat, on vous dit, bon, commencez d'abord, comme c'est lycée, on va d'abord donner la moitié du salaire. Si c'est concret, on va compléter. C'est dans quel cours du travail? Un salarié qui est à lycée, normalement, est déjà au travail. Il se trouve simplement qu'on ne l'a pas encore confirmé. C'est pourquoi il doit avoir le salaire et les avantages qui vont avec. Jusqu'à ce qu'il soit confirmé et qu'on lui donne le document de contrat. Mais le plus souvent, on te dit que non, comme c'est lycée là, prends d'abord la moitié. Bon, toi qui sors de nulle part, parce que tu n'avais même pas de salaire quelque part, bon, tu acceptes ça comme ça. Et ça, c'est autant d'abus que on pourra surpasser ces abus lorsque il y aura une véritable concurrence, il y aura une compétition entre les employeurs. Nous avons un environnement qui est encore en plein essor parce que nous avons plus de PME et moins d'industrialisation. Quand il y a l'industrie et que les gars sont compétents, l'industrie emploie des milliers et des milliers de personnes, mais les PME emploient parfois moins de 100. Quand c'est beaucoup, c'est en centaines. Ça fait qu'il y a plus de demandeurs que d'opportunités. Donc les postes à pouvoir sont peu et les demandeurs d'emploi sont nombreux. Du coup, ça fait un déséquilibre. Là où tu vas dire que moi, je voudrais qu'on respecte mes droits. On dit ok, attends alors, pas d'abord à côté avec ton code du travail là. Bon, qui est prêt à travailler? Je connais des entreprises ici, dans notre contexte, qui renouvellent les contrats à durée déterminée plus d'une fois. Or, le contrat à durée déterminée doit être renouvelé une seule fois avec le même employeur. Mais qu'est-ce que ces employeurs font? Lorsque l'année s'achève comme ça, on vous dit que non, votre contrat comme ça à durée déterminée là, c'est fini. Donc, on va d'abord arrêter comme ça. Ils vous laissent au quartier, vous faites un mois et ils vous rappellent. Pour dire qu'il y a eu cessation. On fait ça pendant 10 ans. Donc, on fait comme ça là, pendant 10 ans. Dans la même entreprise. Chaque fois, on fait un nouveau contrat. Parce qu'on ne veut pas donner des contrats qui soient des contrats à durée indéterminée et qui donnent des garanties. Un employé qui est dans un contrat à durée déterminée, il est stressé quand le contrat finit déjà. Il n'est même pas à l'aise. Il ne sait pas comment il va gérer ses factures. Il ne sait pas ce qu'il va devenir. Même en termes de rendement, il n'est plus efficace. Tout à fait. Parce qu'il est stressé. Oui, et cela fait que ses compétences à ce dernier moment-là deviennent... Donc, normalement, donner les contrats à durée indéterminée. D'autres torturent les employés. Tu arrives, on dit engagement en l'essai. Tu fais 2 mois, on renouvelle l'essai. Quand l'essai est fini, on dit maintenant, contrat à durée déterminée. On met 1 an, renouvelable. Tu fais encore 1 an, on renouvelle encore le contrat à durée déterminée. Tu commences à te dire que finalement, j'ai fait 3 ans ici. Je n'ai pas un contrat à durée indéterminée. Ça veut dire que les gars ne veulent pas de moi.
Alors que parfois, ils veulent même te recruter. Tu commences à aller chercher au travail ailleurs. Le jour où tu viens leur dire que tu pars déjà, oh, comment on t'est habitué avec toi ici, mais pourquoi est-ce que dans la manière de me gérer, je n'ai pas vu que j'étais important pour qu'on me garde? Donc il faut éviter de mettre les employés sous pression. Parce que quand on est sous pression, psychologiquement, on est plus rentable. Tout à fait. Oui. Bien. Pouvons-nous considérer comme un abus ou alors comme une manière d'outrepasser les bonnes pratiques, le manque de formation initiale au recrutement, à l'embauche? Bon, c'est une bonne pratique pour les entreprises qui veulent rester ou rendre les employés employables. Techniquement, c'est quoi? L'employabilité, c'est le fait de permettre à un employé qui a été recruté de grandir en compétences en suivant certains parcours après son recrutement. De sorte qu'il soit capable de rester utile pour l'entreprise et même en dehors de l'entreprise. Ça veut dire que c'est employable parce que avec les évolutions technologiques, l'environnement qui change, les mutations, il peut arriver que s'il n'a pas été formé, qu'il ne soit plus apte à rester dans l'entreprise. Et même si jamais il veut faire une reconversion, que ce soit difficile parce qu'il n'a pas eu de nouvelles compétences après l'embauche. C'est pourquoi ces éléments-là sont très utiles pour le salarié afin qu'il prépare soit sa carrière, soit son départ pour une autre entreprise. Donc c'est important. Très, très important. Pour un employé d'être formé en début. Oui. Il y a la formation initiale, il y a la formation continue. Il y a des entreprises qui vous accueillent pour occuper le poste, vous forment avant d'occuper le poste. Il y a des entreprises qui vous prennent, mais pendant votre carrière, ils ajustent vos compétences. Ils vous donnent de nouvelles compétences. Et l'employabilité entre dans les deux styles de formation. Très bien. Bien, maintenant, quelles sont les garanties d'un bon contrat de travail? Bien, ceux qui nous ont suivis dans le départ peuvent simplement recouper les éléments, c'est-à-dire que nous avons dit, vous devez avoir un bon contrat, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, et que vous devez le savoir. Vous devez avoir en idée les textes que l'entreprise utilise pour vous gérer au quotidien. Même le règlement intérieur d'une entreprise qui vous emploie, vous devez le connaître. L'employeur a l'obligation légale d'afficher ça, là où tout le monde voit. Pourquoi on ne disait pas que le règlement dit que vous n'avez pas fait, donc tu dois voir ça. On met ça là où tout le monde passe. Si jamais il y a les textes qui régissent la gestion des congés, vous devez connaître tout ça là. Les affaires de protection sociale et matriculation à CNPS là, vous devez également avoir tout ça là pour être sur votre contrat. J'insiste dessus parce que les garanties du salaire, c'est dans les matriculations à la CNPS pour le cas du Cameroun. Parce que imaginez quelqu'un qui fait les jobs, qui n'épargne pas, qui n'a rien, aucune assurance. Le jour où il se coupe les pieds, il peut encore se lever pour aller dans les jobs. Non, il ne peut plus partir. Maintenant, est-ce que ces anciens patrons ont eu des choses qu'ils ont gardées qu'on peut lui donner? Non. Il était payé à la tâche. Or, dans l'assurance, il y a la prise en charge après. Dans ce qu'on a versé à la CNPS, il y a quelque chose qui peut arriver, même si c'est la mort. Les ayants droit peuvent venir toquer à la porte de la CNPS et dire que bon, notre papa avait travaillé, on veut savoir qu'est-ce qui nous revient. Et ils auront ça. Mais s'il n'y a pas eu matriculation, tous ces éléments-là n'existent pas. C'est pourquoi, aujourd'hui, on encourage, même ceux qui font le petit commerce, à faire ce qu'on appelle l'immatriculation volontaire. Ça veut dire que tu parles à la CNPS, tu dis que moi, je n'ai pas un patron, je suis mon propre patron, mais je veux aussi avoir une pension demain. On dit, ok, tu touches combien par mois? Tu déclares un revenu et on va te donner un pourcentage que tu vas venir cotiser chaque mois. Si à la fin, tu dis que moi aussi, je n'ai pas pu au marché pour faire le bail ensemble, je vais me reposer, j'ai atteint l'âge de la retraite, on va aussi calculer ça et on va combien on peut te donner chaque mois. Voilà. Très bien. Bon, pouvons-nous parler de la confidentialité? Oui, la confidentialité, c'est une qualité. C'est une qualité que devrait avoir tout chercheur d'emploi parce que la discrétion et le secret professionnel sont des éléments qui font de vous un employé différent. Que votre bouche soit un tombeau. Voilà, ça veut dire que je vois, mais ma bouche ne dit pas ce que je vois. C'est une qualité
qui peut vous permettre de durer longtemps quelque part. Parce que parfois on pense qu'avoir le travail est difficile, mais le plus souvent c'est conserver l'emploi qui est difficile lorsqu'on l'a eu. Très bien. Parce qu'il suffit simplement d'un petit dérapage et que on vous met à la porte. Tout à fait. Bon, moi je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai souvent lu dans certains textes qu'il y a des gens qu'on a souvent appelés quelque part en haut lieu pour dire qu'on va les nommer. Et puis quand ils rentrent, ils partent dire comment appeler pour me dire qu'on va me nommer. Et la nouvelle repart trouver celui qui a fait la proposition et directement ils sont disqualifiés. Ça veut dire que la confidentialité et le secret professionnel sont des qualités d'un bon employé. Nous déplorons le fait qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit un document écrit confidentiel qu'on nous envoie dans les groupes WhatsApp. Finalement, la confidentialité, c'était pour qui? C'était pour qui? On ne sait pas. Très bien. Bon, une petite dernière question. Nous parlons des abus que nous observons dans les processus de recrutement. Oui. Très bien. Maintenant, que peut faire un chercheur d'emploi, surtout un jeune chercheur d'emploi, quelqu'un qui n'a pas encore d'emploi, pour éviter au maximum d'être abusé au cours d'une embauche? Bien, étant donné que tout le monde n'a pas la capacité de maîtriser ce que nous disons ici, il est toujours bien de se faire assister. Voilà. Ça veut dire que cherchez à avoir autour de vous des personnes qui ont un minimum de connaissance de ce que moi j'ai expliqué au cours de cette interview. Oui. Car avant de vous rendre en entretien d'embauche, prenez la peine de questionner les aînés et les personnes qui peuvent vous éclairer davantage avant d'aller à l'entretien d'embauche. Parce que beaucoup de choses parfois vont se passer. Quand on ne vous exige pas de signer quelque chose, vous signez sans comprendre. Demandez parfois. C'est pourquoi j'ai insisté ici en disant que l'entretien d'embauche, en fait, c'est du 50-50. Il n'y a pas une partie qui est faible, l'autre qui est forte. Oui. Si on vous a appelé, ça veut dire qu'on sent que vous pouvez apporter quelque chose. N'allez pas en victime résignée. Tout ce qu'on va dire là-bas, je vais accepter. Sinon, vous allez être perdant. On me donne un document. Je demande, est-ce qu'il est possible que je rentre avec ce document lié à tête reposée? Par exemple. Avant de le signer. Par exemple. Par exemple. Et maintenant, je vais appeler un frère là, je dis que okay, j'ai un document là, est-ce qu'on peut se voir? Ou alors je filme ça, tu lis, tu me dis ce que tu en penses. Parce que je sais que tu es un peu plus éclairé que moi. Voilà. Et il va vous dire non, à tel endroit, je pense plutôt qu'il faut changer ceci, ainsi de suite. Quand vous repartez avec le document, vous posez des questions pertinentes. Là, vous n'êtes pas d'accord, vous dites que non, à tel endroit là, je pense que ici là, on peut changer parce que vous avez déjà été éclairé. C'est ça. Vous voyez parfois ceux qui ont des problèmes avec l'employeur. On dit le préalable, par exemple, si on vous a recruté abusivement, c'est de vous rendre à l'inspection du travail. Mais si vous partez à l'inspection du travail sans consulter un expert dans les questions de droit, vous pouvez aller faire une revendication qui est moindre. Parce que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle les dommages, le préjudice moral et autres et tout. Vous ne pouvez pas quantifier ça. Bien sûr. Or, dès que l'inspection du travail a déjà validé ce que vous réclamez, on a fait le procès verbal, on a envoyé auprès du juge, vous ne pouvez pas aller changer le montant là. Tout à fait. Donc on va bien vous éclairer après que non, tu as demandé 5 000, il fallait même demander 15. Tu as déjà commencé la procédure, il n'y a plus moins de rentrer en arrière. C'est pourquoi il faut se faire assister. Oui. Ces personnes-là sont là également pour nous accompagner. Allez voir, même si vous n'avez pas un avocat, si vous avez autour de vous quelqu'un qui a fait un peu de droit, qui s'y connaît, posez des questions, ça va beaucoup vous aider. Tout à fait, tout à fait. Parvenu au terme de notre échange, nous vous remercions et nous espérons que les jeunes chercheurs d'emploi qui sont scotchés, téléspectateurs et auditeurs des médias de la vérité ont été vraiment bien nourris, bien documentés par rapport à ce thème. Est-ce qu'il y a un dernier mot, quelque chose, un dernier conseil à leur prodiguer? Merci Fabrice. Ce que je vais dire, nous sommes en fin d'année et nous avons un challenge. C'est un challenge 2026 qui doit être meilleur pour tout le monde. Tout à fait. Donc, je leur demande de se mettre dans la posture des guerriers parce que le monde du travail n'est pas facile. Tout d'abord. Voilà. Et surtout, d'apprendre. On ne cesse pas d'apprendre. Donc, écoutez les médias de la vérité, surtout cette plateforme sociale qui va vous assagir et vous aider à mieux vous présenter lors des processus de recrutement. Je rappelle également que vous pouvez contacter l'émission ou moi-même parce que j'ai des ouvrages qui peuvent vous éclairer davantage. Nous avons présenté ici le guide managérial de l'entrepreneur
qui est un ouvrage didactique et pratique. Ça veut dire que c'est pour les praticiens et les étudiants qui veulent bien manager et gérer les entreprises. Vous avez également le guide d'insertion professionnelle. Et là-bas, vous aurez donc des éléments très importants qui vont vous aider à avoir tout ce que j'ai dit dans cette émission. Donc, c'est très important. Vous pouvez nous contacter au 699 10 73 37, 699 10 73 37 pour avoir ces ouvrages-là et nous pourrons vous accompagner au quotidien dans votre processus et vos démarches de recherche d'emploi. Merci. Merci.